Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans 2 minutes, Jacques Chirac devrait intervenir en direct de l'Elysée. Le président devrait annoncer l'arrêt définitif des essais nucléaires français souterrains dans le Pacifique Sud. Nous reviendrons bien sûr sur les conséquences militaires, diplomatiques et politiques de cette décision. L'autre grand titre de ce journal de 20 heures concernera bien évidemment les inondations désastreuses qui touchent depuis la nuit dernière le département de l'Hérault et notamment la région de Puisserguier où il est tombé hier dimanche en quelques heures entre 150 et 200 litres d'eau au mètre carré. Inondations qui ont fait au moins 4 victimes et des dégâts matériels considérables. Le Premier ministre Alain Juppé s'est rendu sur place cet après-midi et il a annoncé une aide d'urgence. Nous retrouverons en direct Étienne Lénart, ses invités et l'ensemble de nos envoyés spéciaux. Au sommaire de ce journal également, la libération des 17 otages français retenus au Yémen, les remous autour de la décision d'imposer un plafond de ressources au versement de l'allocation pour jeunes enfants et la forte odeur de cocaïne qui flotte sur certains courts de tennis. Dans quelques instants, nous allons rejoindre le palais de l'Elysée, d'où le président de la République, Jacques Chirac, va s'adresser en direct aux Français. Arlette Chabot, on prévoit l'annonce de l'arrêt définitif des essais nucléaires français. Oui, alors nous verrons effectivement ce que dit le président de la République. Il faut simplement rappeler, si vous voulez, que le chef de l'État avait annoncé cette décision le 13 juin dernier, que le premier de tir d'essai dans le Pacifique avait eu lieu au début du mois de septembre et que le dernier, le 6e, peut-être le dernier, donc si le président annonce la fin de ces essais, le dernier tir a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Le président avait dit 8 au maximum. Si effectivement les résultats de cette dernière expérimentation sont satisfaisants, eh bien, et on pourrait s'arrêter là et mettre un terme donc définitivement aux essais nucléaires français. Je vous rappelle qu'il y avait 2 objectifs, c'était de tester la nouvelle arme nucléaire qui équipera les sous-marins français et puis la simulation des armes nucléaires. Voilà, réponse dans 3 secondes. Nous allons retrouver l'Elysée. Mes chers compatriotes, je vous annonce ce soir l'arrêt définitif des essais nucléaires français. Grâce à l'ultime série qui vient d'être effectuée, la France disposera durablement d'une défense fiable et moderne. La sécurité de notre pays, celle de nos enfants, est assurée. Oh, je sais que la décision que j'ai prise en juin dernier a pu provoquer en France et ailleurs inquiétude et émotion. Si ma résolution n'en a pas été affectée, je n'ai pas été insensible à ces mouvements d'opinion. Ils témoignent de l'attachement croissant des habitants de la Terre à la sécurité collective et à la sauvegarde de l'environnement. Et ces préoccupations sont aussi les miennes. Je sais que le nucléaire peut faire peur, mais dans un monde toujours dangereux, il s'agit pour nous d'une arme de dissuasion, c'est-à-dire d'une arme au service de la paix. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir accompli l'un des premiers devoirs de ma charge en donnant à la France, pour les décennies qui viennent, les moyens de son indépendance et de sa sécurité. Un nouveau chapitre s'ouvre. La France, comme elle s'y est engagée, va jouer un rôle actif et déterminé pour le désarmement dans le monde et aussi pour une meilleure défense européenne. Je prendrai des initiatives en ce sens au cours des prochaines semaines. Comme chacun de vous, mes chers compatriotes, je veux la paix. Une paix solide, une paix durable. Nous le savons tous, la paix, comme la liberté, se construit chaque jour. C'est le sens de la décision que j'ai prise et ce sera l'exigence de mon action pour demain.
Voilà, une allocution très courte, 2 minutes 30, et très rapidement, Arlette, un premier commentaire à chaud. Oui, bien en annonçant la reprise des essais nucléaires en conscience, suivant l'avis des experts et pour assurer la fiabilité et la sûreté de la force nucléaire française, le président de la République avait au fond pris deux risques, celui de provoquer une réaction internationale forte, notamment des pays du Pacifique, mais aussi de certains de nos partenaires européens, et second risque, eh bien, susciter un scepticisme chez les Français qui n'attendaient pas cette décision parmi les premières du nouveau septennat, des Français également troublés par des condamnations internationales. Alors ces remous ont sans doute conduit, on l'a dit, le président à accélérer l'expérimentation. Elle se termine ce soir, on avait dit au plus tard fin mai, et à réduire aussi le nombre de tirs. Alors aujourd'hui, la crédibilité de la force nucléaire étant affirmée, l'opinion internationale certainement apaisée par les engagements répétés ce soir, Jacques Chirac peut reprendre l'initiative au plan international sur le désarmement. La France devrait annoncer très vite qu'elle signera le traité d'interdiction des essais dans le Pacifique Sud. Et plus largement, le président français pèsera de tout son poids en faveur de la signature du prochain traité interdisant définitivement tous les essais nucléaires. Jacques Chirac peut aussi plus facilement mettre en chantier la grande réflexion sur la défense de la France, des composantes de la force de dissuasion jusqu'à la réforme du service national. Une loi de programmation militaire devrait être votée avant l'été. Voilà, au-delà des péripéties de ces 6 derniers mois, eh bien, le chef de l'État souhaite sans doute que l'on retienne une leçon. La politique de défense de la France se décide à Paris et elle est bien fixée par le chef de l'État. Merci, nous reviendrons bien sûr tout à l'heure sur cette information d'arrêt des essais nucléaires français dans le Pacifique et sur ses conséquences aussi bien militaires, diplomatiques que politiques. Auparavant, nous allons bien évidemment consacrer une large place de ce journal aux inondations qui ont touché le département de l'Hérault, où le plan Orsec a été déclenché cette nuit à la suite de fortes pluies qui ont notamment affecté la région de Puisserguier. Inondations qui ont fait au moins 4 victimes. Le Premier ministre Alain Juppé s'est rendu sur place cet après-midi. Reportage de nos envoyés spéciaux Christophe Larocca, Olivier Comte. Vous allez voir, notre caméra a également appris l'eau. Il pleut toujours sur Puisserguier. Mécaniquement, les habitants déblayent maisons et commerces, mais personne n'ose vraiment se plaindre des dégâts matériels. On n'aura jamais fait de bureau parce que ce qui nous est arrivé, vous ne pouvez pas savoir. Moi j'ai vu les voitures partir, j'ai vu un monsieur partir, j'ai vu des enfants partir, vous ne savez pas ce que c'est. Pas possible. Car c'est vraiment une scène d'apocalypse qui s'est jouée ici. Les voitures renversées attestent de la force du courant qui a balayé les rues. Ici, il y avait une fête foraine quand l'orage a éclaté. Un orage d'une violence exceptionnelle. La terre déjà gorgée d'eau n'a rien absorbé. En 10 minutes, l'eau est montée jusqu'à 1,60 m dans les rues. Jamais j'ai vu ça, jamais. C'est la première fois. On a eu un voisin qui a failli se noyer, emporté par l'eau. Et jamais. Je sais pas, presque la fin du monde. Je peux pas vous dire autre chose. Oh, c'est inouï, j'ai jamais vu ça. Je vous assure, quand vous voyez passer des gens sur des toits de voitures qui hurlent et il n'y a rien à faire, c'est un courant, c'est pas pensé à moi. J'ai la porte qui a failli céder, j'avais mon fils en bas, je l'ai vite monté et on n'a pu rien faire. Dans cette nuit d'horreur, 3 personnes ont perdu la vie à Puisserguier. Une femme de 61 ans et 2 enfants âgés de 9 et 7 ans. À Malagas, un village voisin, un homme d'une 60aine d'années a également péri, emporté par les eaux. Mais le bilan aurait pu être bien pire encore. Voici l'école de Puisserguier. Le niveau d'eau est encore inscrit sur les murs. C'était la cantine et là, vous avez la classe qu'on a ouverte à la rentrée, la 6e classe. Cet après-midi, Alain Juppé a visité le village. Il s'est rendu compte par lui-même avant d'accorder une aide exceptionnelle à Puisserguier. Une aide d'urgence va être débloquée dès demain par le ministre de l'Intérieur pour faire face aux situations les plus difficiles. Par ailleurs, j'ai demandé au préfet d'accélérer la procédure de déclaration de catastrophe naturelle de façon que l'indemnisation complémentaire aux assurances puisse être mise en place le plus vite possible. À Puisserguier, il faudra certainement des mois pour réparer les dégâts, mais jamais on ne pourra oublier ici ce qui s'est passé hier. On l'a vu manifestement, tout le monde a été surpris par la très brusque montée des eaux, à commencer par les responsables de la sécurité civile et les pompiers locaux qui ont fait face, vaille que vaille, à cette situation dramatique. Reportage Jacques Cardoz, Raymond Chaplard. Ici, les différentes équipes de secours n'ont toujours pas évacué les meubles et différents dégâts matériels 24 heures après. 24 heures après que l'orage ait complètement dévasté cet appartement. Voyez, l'eau, comment elle a tout changé de place. C'est arrivé en combien de temps, madame? Oh, ça a été très vite, monsieur. Nous sommes rentrés, moi et mon mari. On a commencé à sortir des choses.
Mon mari est allé à la porte, moi je suis allée à la cuisine, les deux portes ont éclaté et l'eau, elle est arrivée comme une bombe. Toute la journée, le village a vécu au rythme des secours, ceux des pompiers, des gendarmes ou des militaires. Mais ici, personne n'arrive à comprendre pourquoi ces inondations ont fait tant de dégâts, pourquoi celle qu'a pu connaître Puisséguier il y a 3 ans était bien moins importante. Au niveau de la prévention, peut-être qu'on pourrait expliquer aux gens que c'est sérieux, que quand l'eau commence à monter, il faut se remettre sur un point haut. Parce que moi j'ai eu la voiture devant, elle partait aussi. Hein. Les voitures ont en effet été balayées par le courant en moins d'un quart d'heure. Un quart d'heure avant qu'elles ne viennent s'encastrer les unes contre les autres à la sortie du village. Quand il arrive une vague de cette importance, ça ne peut pas être rationnel. Et même avec toutes les précautions possibles et imaginables, même avec tous les secours possibles et imaginables, il est impossible de prévoir les conséquences d'une vague de cette ampleur. Fatalité ou catastrophe dont on aurait pu prévenir certains risques, c'est sans doute une question que l'on se pose chaque année. Et chaque année, il est toujours aussi difficile de trouver une réponse. Ce village est bien évidemment en état de choc. Je vous propose de retrouver tout de suite en direct depuis Puisserguier notre envoyé spécial Étienne Hénart avec ses invités. Oui, bonsoir Bruno. Effectivement, Puisserguier reste ce soir en état de choc. Pour vous donner une idée de l'orage qu'il y a eu hier, pendant 2 heures, il est tombé à peu près autant d'eau qu'il tombe en général en 3 mois d'hiver. Et vous voyez, j'imagine sur ces images que la pluie continue à tomber. Depuis le début de l'après-midi, il n'a cessé de pleuvoir. Pour vous donner aussi une idée de la force du torrent qui a traversé le village hier, je vous propose de regarder juste à côté de moi. Il y a une dizaine de camions-citernes qui étaient garés dans un parking. Et bien, sous l'effet du torrent, ces camions ont reculé d'une dizaine de mètres. Ils ont fait céder un mur qui séparait le parking d'une habitation résidentielle et l'un de ces camions s'est immobilisé, vous le voyez, juste au-dessus de la piscine de la personne qui habite ici à Puisserguier. Alors j'ai à mes côtés Madame le maire, merci beaucoup d'être avec nous. Je sais que vous n'avez pas dormi depuis plus de 24 heures. Je voulais savoir dans quel état sont ce soir les 2500 habitants. Est-ce qu'ils sont d'une certaine manière résignés ? Résigné, non. Non, on ne peut pas être résigné devant des catastrophes d'une telle importance. Peut-être pas résigné, mais ils sont solidaires. Solidaires et actifs. Et toute la population, je tiens d'abord à remercier tous les administrés, le personnel communal, les pompiers, tous mes collègues, tous les élus. L'appui du gouvernement. Oui, il y a eu, Madame le maire, un vrai mouvement de solidarité aujourd'hui. Et tout le monde continue à travailler ce soir encore. Et tout le monde continue à travailler toute la nuit et tout demain. Alors à vos côtés, le colonel Cassard qui dirige les pompiers de l'Hérault. Merci beaucoup mon colonel d'être avec nous. Quel est le bilan que l'on peut dresser en termes de vie humaine d'abord? Il y a 4 personnes qui sont mortes. Est-ce qu'il y a encore des disparus ce soir? Tout à fait. Alors nous déplorons 4 victimes dans le département. Malheureusement ici 3 victimes et une autre victime au nord de Béziers, à côté d'une commune de Magalas. En ce qui concerne les disparus, nous avons été très inquiets hier soir, bien entendu, puisque des informations très alarmantes nous venaient dans la salle opérationnelle, tendant à dire que des personnes étaient disparues. Ce matin, nous avons fait toutes les recherches et en fait, nous avons trouvé ici un soulagement, mais par contre, dans une autre commune, quelqu'un qui était recherché effectivement et qu'on a trouvé mort. Et on le disait dans l'un des reportages, mon colonel, c'est un hasard certes, mais il y avait hier soir le loto des pompiers ici à Puisserguier. De très nombreux pompiers étaient présents à ce loto et ils ont spontanément comme ça sauvé des vies humaines. Tout à fait, oui, si on peut déplorer ici malheureusement. Je crois que c'est une émotion très grande ici, 3 décédés. Je crois qu'il faut dire aussi que les pompiers qui ont sauvé aussi des vies humaines en prenant des risques énormes pour leur vie, pour sauver. Donc sauver ou périr, on a su ici ce que ça voulait dire. Un dernier mot, mon colonel, on l'a dit, il continue à pleuvoir cette nuit. Est-ce que vous êtes inquiet pour la région de Puisserguier ou peut-être plus en aval du côté de la mer, du côté de Valras? Eh bien, les puits que nous avons actuellement ne sont pas de nature à nous inquiéter. Le problème, c'est que les terrains n'absorbent plus et cette eau va se retrouver dans l'orbe et peut-être va faire remonter un peu l'orbe, mais ça ne nous inquiète pas outre mesure. Voilà Bruno, je vous le disais, 500 pompiers restent mobilisés toute la nuit et le personnel de la mairie, les habitants de Puisserguier continueront à travailler toute la nuit pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être.
Merci Étienne Hénart, merci pour ces témoignages. Les intempéries ont entraîné l'interruption une bonne partie de cette journée de la circulation ferroviaire entre Narbonne et Béziers. Ce matin, lors d'une conférence de presse, le préfet du département a indiqué que plus de 100 000 personnes sont menacées par la montée des eaux dans la région d'Agde et de Sérignan. L'Orbe a débordé et formé un immense marécage. Reportage de nos envoyés spéciaux, Patrice Velay, Jean-François Giorgetti. Toujours la pluie ce soir autour de Béziers. Et pour aller au village par ici, pas la peine d'insister. La plupart des routes d'accès à Sérignan sont coupées. Alors par là peut-être, mais faux espoir, de l'eau, toujours de l'eau. Jusqu'à un bon mètre par endroit, le vieux village est isolé pour la deuxième fois en 2 mois. Bon, vous avez été prévenu? Ah oui, on a été prévenu hier, oui. Là, oui. Mais la première, au mois de décembre, là, ça a été la catastrophe. Tout le monde a été surpris, la sirène ne marchait pas. Bon, ben là, hier, ils ont fait ce qu'il fallait, tout le monde a été averti. Hein. Et là, ça a monté à une vitesse... Il faudrait canaliser les eaux en, disons, en renforçant les berges. Il y a deux, trois points où la rivière saute. C'est là qu'il faudrait peut-être intervenir. Mais chaque fois qu'il y a une inondation, après, on ne peut plus rien. Alors la solidarité s'organise, vaille que vaille. Ces jeunes recherchent leur grand-père. Pas de nouvelles depuis ce matin. Alors demandez où ils vont là. Il doit être à 1 mètre d'eau, à 1m30 chez lui là. Donc vous allez aux nouvelles là? Là on y va, ouais. On y revoit. On est allé il y a une demi-heure mais ça ne répond pas vraiment alors. De Béziers à la mer, un vaste plan d'eau, des centaines de maisons encerclées ou inondées, à Sérignan comme à Valras. Dans ce hameau ce matin, 2 personnes âgées ont été évacuées. Il fallait partir après une nuit d'inquiétude. Mais selon les pompiers, le plus dur est passé. Il n'y aura pas de montée d'eau dans la nuit, donc la situation est relativement sereine. Maintenant, il y aura énormément de travail par la suite, de pompage, de nettoyage et d'assèchement de villas. Tous maintenant attendent la décrue. À Sérignan, pas une goutte d'eau n'était tombée d'octobre à décembre dernier. Ici, la nature a perdu le sens de la mesure. On l'a dit fort heureusement, Météo France prévoit pour demain une atténuation des pluies sur cette région. La station météo du Mont-Égual dans les Cévennes a enregistré un record historique de pluviosité pour un mois de janvier depuis un siècle. 1042 litres d'eau tombés par mètre carré depuis le 1er janvier, soit la moitié de la moyenne annuelle. En fait, ces inondations dévastatrices ont pour origine une convergence de facteurs. Explication Anne Poncinet. Nîmes, le 3 octobre 1988, des trompes d'eau dévalent les rues de la ville et transforment en autant de pièges les parkings, les voitures et les ruelles. La crue fait 10 morts. Vaison-la-Romaine, l'Ouvèze sort violemment de son lit, la rivière emporte sur son passage des habitations construites en zone inondable et tue 37 personnes. C'était le 22 septembre 1992. 2 crues exceptionnelles, 2 références en matière de catastrophes auxquelles on peut comparer la dernière inondation de l'Hérault. À Nîmes, en 88, il était tombé 420 mm d'eau en moins de 6 heures. À Vaison, en 92, 300 mm. Et hier, dans l'Hérault, entre 150 et 200 mm. Mais cette fois, dans la région de Puisserguier, les pluies diluviennes sont tombées sur un sol déjà saturé d'eau. Il y a 8 ans, à Nîmes, la crue s'était ajoutée à seulement 39 mm d'eau tombée le mois précédent, alors que dans l'Hérault, elle s'est ajoutée à une pluviométrie record au mois de janvier. Pourquoi les orages du sud sont-ils toujours si violents? Parce que la côte méditerranéenne est bordée de reliefs sur lesquels bute l'humidité marine. Elle s'y accumule et se décharge brutalement. Et le relief, encore lui, canalise l'inondation en torrent d'une violence parfois inouïe. Ailleurs en France, dans les zones de plaine, on peut plus facilement dompter les rivières. Mais dans le sud-est, ces aménagements ne sont guère souhaitables. Sur ce type d'événement, sur des petits bassins versants, en fait, on ne peut pas grand-chose. Sinon, il faudrait couvrir tous les petits bassins versants de petites retenues. Ça coûterait horriblement cher. Il faudrait en faire partout. On dénaturerait totalement le paysage français. Canaliser les cours d'eau, c'est aussi parfois provoquer des crues encore plus violentes en aval. Il reste 2 manières d'agir. Empêcher la construction de nouvelles habitations en zone inondable et rester très vigilant sur les alertes météo lorsque les vieux villages eux-mêmes se trouvent en zone dangereuse. C'était le cas à Puisserguier. La situation est redevenue quasiment normale en fin d'après-midi en Corse du Sud où dans la soirée d'hier, de fortes pluies avaient fait sortir plusieurs rivières de leur lit sur le littoral sud-est. Des ponts ont été submergés, plusieurs routes coupées, des bungalows de vacances emportés. 8 personnes ont dû être évacuées par hélicoptère. Il n'y a pas eu de blessés, mais les dégâts, vous l'avez vu, les dégâts matériels sont très importants.
Le 22 septembre 92, la rivière Ouvèze se transformait en torrent de boue, emportant tout sur son passage. Avec 37 morts, la cité de Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse payait un très lourd tribut. Un peu plus de 3 ans après, les autorités ont-elles tiré toutes les conséquences de ce drame? Reportage du Guyot, Thierry Monnier. Le 22 septembre 1992, l'Ouvèze, autrefois si paisible, débordait. Le bilan sera lourd, 43 morts et quelques 500 millions de francs de dégâts. Il faut panser les plaies et surtout éviter que cela ne se reproduise. C'est pourquoi d'importants travaux ont été effectués. On a nettoyé le lit de l'Ouvèze et ses berges ont été surélevées et renforcées. Il y a eu certains endroits qui ont été élargis, d'autres qui ont été confortés avec des constructions de digues, des reconstructions de digues. Et puis il nous reste à terminer l'aménagement de la rivière en aval de la ville pour des travaux qui nous restent à faire encore d'ici la fin de l'année. Mais on a pris aussi d'autres mesures plus radicales. Ici, il y avait un lotissement et un centre commercial trop exposés, ils n'existent plus. Il en va de même pour l'ancienne école qui autrefois se dressait sur cette place. Le camping a également été déplacé sur les hauteurs, autant de mesures qui rassurent. C'est vrai que l'Ouvèze est beaucoup plus canalisé aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a eu des gens qui sont partis des abords de la rivière, donc ça ne nous pose aucun problème. Déplacer les populations à risque reste la seule véritable parade. Vouloir domestiquer une crue semblable à celle de septembre 92 serait illusoire. Ou c'est raser Vaison, ou c'est des murs de 15 mètres qui par rapport au site sont guère possibles, pour ne pas dire impossibles, ou bien prévoir des ouvrages en souterrain pour évacuer l'eau, je ne sais pas, mais enfin, ça représente des milliards de francs. Pour l'avoir vécu, on sait ici qu'on ne peut pas canaliser une nature capricieuse. C'est pourquoi ce soir, Vaison-la-Romaine, solidaire, a le regard tourné vers le département de l'Hérault. Au Yémen, les 17 touristes français libérés sont arrivés dans la capitale, Sanaa, en milieu de journée. Ils ont confirmé avoir été bien traités par leurs ravisseurs. Ces 17 otages, dont 13 femmes, vont prendre l'avion cette nuit pour Paris. Les autorités yéménites affirment d'autre part que cette libération a été obtenue sans aucune contrepartie. Thierry Tuillier. Ils se portent bien, sourient devant la caméra. Ce sont pourtant d'anciens otages. Les 17 touristes français kidnappés il y a 5 jours viennent d'être libérés. Et ils s'apprêtent à prendre la route de Sanaa, la capitale yéménite, escortés par l'armée régulière et accompagnés par l'ambassadeur de France. Un convoi qui arrive en milieu de journée au premier poste de contrôle de Sanaa. Bonjour. Bonjour. Très bien, très bien, très bien. Vous attendez. Comment ça s'est passé? Ah, très bien. On a été libérés ce matin à 6 h et on a été vraiment bien reçus, pour dire, par les ravisseurs. Ils ont fait des cadeaux, pas des cadeaux en plus au moment du départ. Voilà. Et même les femmes sont serrées entre elles et tout. Et puis vraiment sympa, c'est extraordinaire. À Sanaa, ils se rendent immédiatement à l'ambassade de France. L'ambassadeur a été constamment présent, mais il a laissé les autorités yéménites mener les discussions. Après l'ambassade, direction l'hôtel et quelques heures de repos. Odile et Marie-Madeleine ne sortent pourtant pas très marquées par leur mésaventure. En tout cas, jamais, explique-t-elle, elles n'ont eu peur. On pouvait aller et venir dans la maison, même monter sur la terrasse. Et on nous emmenait promener. Le matin, l'après-midi, accompagnés bien sûr par les Bédouins. C'est normal. Ça ne sera pas un mauvais souvenir. On a eu une impression favorable, disons. Ce soir, les 17 ex-otages sont invités à l'ambassade de France avant de dîner ensemble une dernière fois dans un restaurant de Sanaa. Les autorités yéménites affirment ce soir que la libération des touristes français s'est faite sans contrepartie. Cette nouvelle prise d'otages s'est en tout cas terminée comme toutes les précédentes au Yémen, le plus pacifiquement possible. Quant aux 17 ressortissants français, ils regagneront la France par un vol régulier cette nuit. À Paris, la délinquance a baissé de plus de 6% en 1995 par rapport à 1994, les crimes et délits passant sous la barre du chiffre de référence des 300 000. Selon le préfet de police, Philippe Massoni, cette baisse a été acquise avant la mise en œuvre du plan antiterroriste Vigipirate, mais elle a été bien évidemment renforcée grâce à la multiplication des patrouilles de police. Le même jour, le ministère de l'Intérieur a présenté un rapport baptisé HLM et sécurité. Un bilan qui dresse un constat sévère de la situation dans un certain nombre de cités où se multiplient ce que les spécialistes appellent les actes d'incivilité. Toutes ces petites choses qui empoisonnent littéralement la vie quotidienne. Exemple avec ce reportage de Maryse Burgot et Philippe Deslandes qui ont suivi une postière affectée dans un quartier sensible de Gennevilliers près de Paris.
Tous les matins, depuis 3 ans, les mêmes gestes. Le tri du courrier, puis le départ vers le quartier du Luth à Gennevilliers, l'une des cités les plus sensibles de la banlieue parisienne. Comme je voulais plutôt une tournée vélo qu'une tournée voiture, j'ai pris celui-là. Je savais qu'il n'était pas toujours facile. 3 ans qu'elle a quitté sa campagne normande contre les HLM du Luth. Pour monter en grade à la poste, il faut souvent passer par la banlieue parisienne. Mais dès son arrivée ici, Nicole Lecomte a très mal vécu sa nouvelle affectation. On n'est pas toujours rassuré parce que je ne sais pas ce qui passe. Une fois, j'ai vu les gendarmes arrêter quelqu'un, un jeune ici. Bon, ben, sur le coup, je ne m'y attendais pas. J'ai eu peur d'un seul coup. Ça m'a fait peur. Peur, sentiment d'insécurité, qu'ils soient policiers, pompiers ou facteurs, les agents publics sont de plus en plus réticents à accepter des postes en quartier difficile. Victimes, disent-ils, d'incivilités répétées, ces petits actes de délinquance comme les injures qui rendent la vie quotidienne impossible. J'étais en train de poser mon vélo, je n'avais même pas vu la personne passer en voiture. Il a crié dans la voiture, la factrice là-bas, vieille putain, voilà. Et qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là ? J'ai pensé, bon, que j'avais rien à dire, parce que j'ai dit, bon, c'était pas la peine. Un acte qui sera désormais passible de 50 000 francs d'amende et d'1 an de prison. Mais beaucoup d'autres incivilités ne font toujours pas l'objet de qualifications pénales, ce qui participe au sentiment d'insécurité. Donc les gens se trouvent face à une multiplication de petits incidents qui les rendent pour certains, alors je les cite, à moitié fous, et ils se disent je suis bloqué, je suis un peu comme un rat dans un trou, je ne peux plus sortir de chez moi sans avoir à faire face, tout devient compliqué et je sens qu'à la fois mon bailleur HLM et aussi mon maire n'ont pas plus d'éléments de réponse que moi. Nicole Lecomte n'a jamais loué d'appartement à Gennevilliers. Depuis 3 ans, elle vit au foyer de la Poste en attendant avec impatience sa mutation chez elle en Normandie. Les enseignants d'un lycée de Colombes dans les Hauts-de-Seine ont décidé de la suspension des cours après l'agression du principal de ce lycée par un jeune extérieur à cet établissement. D'autre part, les enseignants du collège Louise Michel de Saint-Étienne-de-Rouvray en Seine-Maritime ont décidé de ne pas reprendre les cours comme prévu ce matin et ce jusqu'à jeudi afin de protester, je cite, contre le climat de violence généralisée et l'insécurité croissante. Chantal Kimerlin et Daniel Lévy ont rencontré certains de ces jeunes à l'origine des troubles de la semaine dernière. Tu vas pas y être longtemps, je te le dis. La grille sépare ce soir encore les profs des élèves les plus durs du collège. Malgré quelques tentatives amicales, mais isolées, on n'a pas su se parler. Avant de dialoguer avec nous, ils ont une mauvaise image de nous. Ils croient qu'on est des délinquants, tout ça, ils nous prennent. Ils disent qu'ils nous menacent et ils vont nous tuer. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas dialoguer avec nous. Ils ont peur de dialoguer avec nous. Pourtant, ce matin, ils avaient été conviés avec leurs parents à venir parler des problèmes, mais ils ne sont pas venus. Sans eux, les enseignants et quelques parents ont commencé à dire tout haut ce qu'ils subissent ici depuis des mois et des années. En fait, il y a des injures, il y a des bousculades, il y a beaucoup d'agressions verbales, il y a eu quand même une agression physique la semaine dernière, il y a quand même des voitures qui sont abîmées, enfin, il y a quand même un ensemble de faits qui font qu'on vit effectivement dans un climat de violence. Des faits inacceptables pour les profs, des comportements justifiés pour certains élèves. Ils t'ignorent. Ils t'ignorent. Toi, tu essaies de donner des bonnes réponses, même s'ils sont faux, eux, ils t'ignorent. Ils disent, ouais, tu fous le bordel. Là, j'ai une professeure français, là. Elle respecte pas les élèves. Elle les traite. L'autre fois, quand elle est énervée, elle traite les élèves de légumes, de cons, tout ça. Elle s'énerve pour rien. Plus les professeurs ils sont gentils avec nous, et plus nous on les respecte. Puis c'est avec eux on fait des efforts. Par exemple, le matin, quand les surveillants viennent ouvrir la porte, on dirait qu'ils sont fatigués, ils en ont marre, ils sont comme ça. On dirait qu'ils n'ont pas envie de nous voir. Le rectorat annoncera certainement des moyens supplémentaires pour mieux fonctionner, mais il n'est pas dit que ces moyens financiers arrangeront les relations entre les adultes et certains élèves. La violence toujours et la télévision, couple pervers, sujet d'un colloque extrêmement sérieux aujourd'hui au Sénat. Parmi les intervenants, le président de France Télévisions, Jean-Pierre Elkabbach, qui a appelé la profession à s'imposer des règles et à réfléchir aux moyens de canaliser la violence sur le petit écran, tout en rejetant l'idée de censure ou d'ordre moral. Même préoccupation aux États-Unis, où le président Bill Clinton, dans son discours sur l'état de l'Union, a insisté pour que la vie chip soit intégrée à la future loi sur les télécoms. Cette puce anti-violence installée dans les téléviseurs devrait permettre aux parents de programmer le zapping automatique des programmes jugés trop violents.
Comme promis, retour à l'annonce faite à 20 h précises par le président de la République, Jacques Chirac, l'arrêt définitif des essais nucléaires français dans le Pacifique Sud, après une toute dernière rafale de 6 tests au lieu des 8 prévus initialement. Apparemment, les scientifiques ont pu faire les estimations qui étaient nécessaires. Romuald Bonan. Une énergie 8 fois supérieure à celle d'Hiroshima. C'était il y a 48 heures à Fangatofa. À l'image de cette 6e explosion, en tout, 3 tirs les plus puissants de cette campagne, entre 60 et 120 kilotonnes, ont permis d'atteindre un objectif essentiel. Officiellement, il s'agit de garantir la sûreté et la fiabilité des armes nucléaires de la France, c'est-à-dire de valider le bon fonctionnement de la tête nucléaire TN-75, celle qui équipera les missiles embarqués dans les sous-marins lanceurs d'engins nouvelle génération du type Triomphant. Ces derniers tirs ont été l'occasion d'effectuer un test de développement final, notamment sur des modifications de la charge de l'arme en utilisant davantage de plutonium. Techniquement, l'arme est prête à jouer son rôle dans la dissuasion. Les 3 autres tirs de cette campagne, commencés le 5 septembre dernier, ont dégagé beaucoup moins d'énergie. Il s'agissait de recueillir le maximum de données pour accélérer la mise au point de la simulation. Pour l'instant, les expérimentations laboratoires n'ont mis en évidence que quelques éléments partiels de l'explosion thermonucléaire. Les 3 essais ont permis d'en savoir plus, notamment sur l'allumette qui donne à l'arme toute sa puissance. Le temps presse pour reconstituer toutes les pièces du puzzle. La simulation doit prendre le relais avant 2015, avant que les armes actuelles ne soient périmées. En principe, précisément, devrait être signé avant la fin de cette année 96 un traité interdisant tout essai nucléaire, quel qu'il soit. Les pays les plus avancés techniquement travailleront désormais sur les simulations nucléaires, une technique particulièrement sophistiquée et d'un coût financier qui risque d'être exorbitant. Explication François Cornet. Dans les entrailles des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, au fond des silos à terre sur leur rampe de lancement, ou sous le ventre des bombardiers stratégiques, 650 000 fois l'énergie de la bombe d'Hiroshima sur la planète. C'est la puissance estimée des arsenaux des États membres du club nucléaire, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine et la France, auxquels il faut rajouter les pays dits du seuil, Ukraine, Kazakhstan, Biélorussie, Israël, Afrique du Sud et Inde. À Genève, les négociations se poursuivent sur le traité international visant à l'interdiction des essais nucléaires dans le monde qui devrait être signé en septembre prochain. La France a adopté l'option 0, aucun autre essai nucléaire de quelque niveau qu'il soit. Ces images d'archives des premières expérimentations françaises, américaines ou soviétiques seront rejointes au rayon des antiquités par celles des essais souterrains. Dans ce débat, toutefois, les Américains souhaitent se réserver la possibilité de reprendre quelques essais si la fiabilité de leur arsenal était en jeu. Quant à la Chine, elle est jugée par les puissances du club comme incontrôlable. Cette décision de stopper définitivement tout essai nucléaire sera bien évidemment beaucoup commentée en France et à l'étranger. Nous y reviendrons longuement demain. Tout de suite, je vous propose d'entendre le commentaire à chaud d'un représentant de la majorité, l'UDF Gilles de Robien, le porte-parole du PS François Hollande et celui du mouvement antinucléaire Greenpeace. Nous sommes satisfaits, mais nous avons des regrets, parce que je pense qu'on pouvait arriver à cette position beaucoup plus tôt, et que c'est en ce sens que nous ne sommes pas d'accord avec le président de la République. Les 6 essais qui ont été engagés n'ont pas amélioré la fiabilité de notre dissuasion nucléaire, et qu'on aurait pu donc, sans ces 6 essais, garder la fiabilité et éviter à l'opinion internationale de montrer la France du doigt. Mais aujourd'hui, l'essentiel est acquis, les essais sont terminés et le traité sera signé. D'une certaine façon, c'est un soulagement parce que les essais nucléaires, ça n'est la tasse de thé de personne. Mais vraiment, c'était pour le président de la République un test de volonté et de fermeté. Et le président de la République a montré qu'il ne transigeait pas quand il s'agissait tout simplement des intérêts fondamentaux de la France. Il a pensé aux générations qui viennent, et ces générations ont le droit à la paix, et ces générations ont le droit à un pays qui sera dissuadé d'une agression éventuelle. Je crois qu'aujourd'hui c'est une bataille de 25 ans pour l'organisation, une première partie de la bataille de 25 ans qui s'achève. Je crois qu'aujourd'hui, de manière un petit peu paradoxale, Greenpeace va se retrouver sur les mêmes bancs de négociation que le gouvernement français pour obtenir cette option 0 au traité d'interdiction totale des essais. Et ce que nous pouvons espérer ce soir, c'est que la France fasse preuve d'autant de détermination à parvenir à cette option 0 qu'elle a mis de détermination à continuer ses essais nucléaires.
La semaine dernière, en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté 2 ordonnances sur le rétablissement des comptes de la sécurité sociale. Parmi les dispositions qui vont entrer en vigueur en février, dans quelques jours, une mesure qui a provoqué de vives réactions de la part des associations familiales, celle qui impose un plafond de ressources au versement de l'APEJ, l'allocation pour jeunes enfants. Précision avec Ève Mété et Roger Mathurin. Ça ne se voit pas encore, mais Cécile Lenoir attend son premier bébé pour le mois d'août prochain. Si elle l'avait conçu 8 semaines plus tôt, elle aurait touché à partir de février, comme toutes les mères jusqu'à présent, l'allocation pour jeunes enfants, soit 955 francs par mois du 4e mois de grossesse jusqu'au 3e mois de l'enfant. Désormais, cette aide est soumise à condition de ressources. Avec les 5 400 francs nets par mois qu'elle gagne en tant que comptable et les 7 400 francs de son mari livreur, les Lenoir sont au-dessus du plafond et ne toucheront pas l'allocation. On attendait donc de la toucher effectivement pour pouvoir acheter du mobilier pour l'enfant en partie. L'armoire, le lit, la table à langer, etc. Le gros mobilier, quoi. Le landau, la poussette, ce qui est nécessaire pour débuter avec un enfant. C'est un peu dommage, quoi, parce que c'était une allocation qui donnait, je veux dire, un peu d'argent aux jeunes ménages, quoi, surtout que c'est toujours dur de commencer, quoi, et puis même d'avoir un premier enfant. C'est pas facile, quoi. Le gouvernement explique qu'il préfère supprimer l'allocation pour les familles aisées pour concentrer les aides sur les familles modestes. Les associations familiales répondent que les familles modestes sont touchées et rappellent que la consommation est en panne. On baisse le pouvoir d'achat de beaucoup de familles, alors on ne voit pas comment elles pourront acheter plus, y compris les tables à langer et tout ce qu'il faut quand il y a une naissance. Le Premier ministre a annoncé pour le mois de mars une conférence nationale sur la politique de la famille. Avec 1,65 enfants par femme, la France connaît aujourd'hui son plus faible taux de fécondité depuis 1914. Face à la montée du chômage et au ralentissement de la conjoncture, Paris et Bonn vont annoncer demain simultanément des mesures de relance de l'économie. Côté allemand, ce programme d'urgence s'annonce assez musclé avec entre autres la suppression de subventions et d'avantages fiscaux en contrepartie d'une baisse de certains impôts comme celui de l'impôt de solidarité dont la baisse pour 1997 a été confirmée aujourd'hui par le gouvernement allemand. Les prélèvements obligatoires, comme on dit, sont-ils actuellement plus importants en Allemagne ou en France? Réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent Jérôme Catala. Une entreprise modèle, un ouvrier modèle, un tableau pas aussi parfait qu'il en a l'air car Michael Pozimski n'est pas vraiment satisfait de son sort. L'argent que je gagne chez BMW ne me sert qu'à payer le nécessaire. Alors une fois par semaine, je travaille aussi comme chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi, un deuxième métier qui permet à Michael de s'en sortir. Ce n'est pas son salaire d'ouvrier spécialisé chez BMW qu'il remet en cause, mais le niveau jugé exorbitant des différents prélèvements. Démonstration avec sa feuille de paye. Michael gagne plus de 4 500 marks, à peu près 16 000 francs, mais les impôts prélevés à la source et les ponctions sociales lui retirent plus du quart de son salaire, soit 5 000 francs chaque mois. Et encore est-il privilégié. Avec ses 2 enfants à charge et une femme au chômage, Michael bénéficie du maximum d'exonération. Car loin devant les États-Unis ou la Grande-Bretagne, et loin devant la France, l'Allemagne est championne des prélèvements fiscaux, des prélèvements qui demain devraient être revus à la baisse. Même s'il y a une baisse des impôts, ça ne changera rien. Ici, les prix augmentent tellement. Entre le loyer, les transports ou l'école des enfants, tout ce que je dois financer avec mon salaire est bien trop important. La baisse annoncée des impôts, rêve du salarié français, ne satisfait pas Michael Pozimski, qui sait que ce sont les plus hauts salaires qui en profiteront. Lui préférerait que sa femme retrouve un emploi. C'est bien d'ailleurs ce que tous les Allemands attendent de leur gouvernement, que la lutte contre le chômage soit demain vigoureusement relancée et la potion, si possible, pas trop amère. Le plan français de relance, avec notamment des mesures concernant le logement, sera annoncé demain. Alain Juppé sera à 20 h l'invité de la rédaction de France 2. Le petit monde du tennis, fort troublé par de sombres affaires de lignes, non point de lignes de fond, de cours, mais de lignes de cocaïne. Si l'on en croit en effet l'hebdomadaire britannique News of the World, Mats Wilander et Karel Novacek auraient fait l'objet d'un contrôle antidopage positif à la cocaïne lors du dernier tournoi de Roland-Garros à Paris.
Tarzan est orphelin et son père, Burne Hogarth, est entré pour toujours dans la légende de la bande dessinée. Ce dessinateur américain, l'un des derniers grands maîtres du 9e art, comme l'on dit, est décédé à Paris hier soir à l'âge de 84 ans. Burne Hogarth revenait du Festival international de la BD d'Angoulême, où vous le voyez, qu'il honorait de sa présence pour la première fois, et où vous le voyez, il avait ravi la vedette à tous les autres dessinateurs en étant accueilli par une standing ovation lors de la cérémonie du palmarès. Autre disparition, celle du poète russe naturalisé américain Joseph Brodsky, décédé à New York des suites d'une attaque cardiaque à l'âge de 55 ans. En 87, il avait reçu le prix Nobel de littérature. Joseph Brodsky, qui vivait aux États-Unis depuis 1972, avait été arrêté en URSS à l'âge de 24 ans comme parasite social et il avait été condamné à 5 ans de camp de travail. Depuis quelques jours, sur nos grands écrans, un film très attachant, au titre assez étrange, visiblement « Je vous aime ». Ce premier long métrage de Jean-Michel Carré, spécialiste jusqu'alors de documentaire, a été tourné au Choral, en Camargue, un centre d'accueil pour handicapés mentaux et jeunes délinquants, chacun jouant son propre rôle au milieu de comédiens professionnels comme Denis Lavant. Reportage Caroline Laudrin, Pascal Ponce. Pour les pensionnaires du Choral, ce coin de Camargue, au milieu des péchés, est un petit paradis. Et pourtant, ici se côtoient folie et délinquance. Comme pour mettre en garde les visiteurs contre tout jugement hâtif, la philosophie de la maison est affichée sur les murs. Qui aurait pu dire qu'un jour il deviendrait acteur et jouerait avec humour leur handicap? Le nid, c'est le café. Le nid, c'est le café, le nid. C'est le café, le nid. Le nid. Ça, le café, le nid. Le nid, ça veut le nid. Durant 8 semaines, handicapés mentaux et comédiens professionnels ont joué sous la direction de Jean-Michel Carré. C'est l'histoire simple d'un délinquant récidiviste qui vient à contre-cœur purger sa peine au Choral. C'est-à-dire que tout individu, qui soit délinquant, cas social, psychotique, autiste, il a des capacités en lui, et c'est ces capacités-là de créativité en général qui sont thérapeutiques et qui peuvent l'aider à être un citoyen comme vous et moi. Samuel n'avait pas de langage élaboré. Jean-Michel Carré lui a demandé de dire certaines phrases, et puis un jour c'est sorti, et il a commencé à faire des phrases avec sujet, verbe, complément. Samuel, qu'est-ce qu'il y a, Samuel? Denis est parti. Denis est parti. Comment on a pu arriver à des choses comme ça, qu'on fait un cinéma, et que dans ma jeunesse, on me traitait pour semblable une malade, une folle. Et cette minorité silencieuse que personne n'écoutait prend aujourd'hui la parole dans les salles de cinéma. Avec leurs mots, ils font tomber les dernières barrières de l'incompréhension. Devant un public conquis, ils deviennent ambassadeurs de tous les lieux de vie hors de l'hôpital. C'est horrible. Je sais ce que je dis, je suis passé par là. Pour la petite histoire, grâce à l'argent du film, le Choral compte un pensionnaire de plus, Sultan, le cheval de Marinette, son rêve de toujours. Vers 23h30, le dernier journal en compagnie de Philippe Lefebvre. Ici et nulle part ailleurs, je me dois de souhaiter une bonne fête au Gildas, un bon anniversaire à Sacha Distel, 63 ans et toutes ses dents, et à l'Académie française fondée il y a 361 ans. Demain, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc, à 7h50, recevra le socialiste Henri Emmanuelli. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet avec une amélioration globale du temps, mais toujours, on l'a dit, de faibles pluies sur le Roussillon. À 13h, vous retrouverez Patrick Chen et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Excellente soirée, merci.